La meilleure façon d'apprendre quelque chose, c'est peut-être de l'enseigner. Et c'est ce que je me suis amusé à faire ce matin en révisant des flashcards et en expliquant des concepts à mesure que je les ai découverts. Donc voilà, je vous partage ça, parce que pourquoi pas. Ciao. Et ça, c'est la réactance psychologique. C'est quand on va... On fait de la réactance psychologique quand quelqu'un va nous suggérer quelque chose et on va le percevoir comme une menace à notre liberté. Ce qui va nous pousser à faire l'inverse de ce qui nous est suggéré. Par exemple, si tu interdis à un ado de sortir, qu'est-ce que l'ado va avoir envie de faire? Il va avoir envie de sortir davantage. Parce que si tu l'interdis de sortir, il va le percevoir comme une menace à sa liberté. Et ce qui va le pousser à faire l'opposé. Comment je m'en suis rendu compte de cet effet? Je m'en suis rendu compte que quand on me conseillait de regarder un film, le soir même, en cherchant un film, des fois, malgré qu'on m'avait conseillé des films à voir, je décidais pas de les regarder, je préférais chercher de moi-même un film. C'est comme ça que je suis tombé sur cet effet de réactance psychologique. Un coût fixe, alors c'est l'inverse d'un coût variable, c'est c'est le coût pour quand on a un coût fixe, quand le coût pour produire quelque chose est le même indépendamment de niveau de production. Par exemple, si tu as une entreprise qui produit des chaussures, si le coût que ça lui représente de produire une paire de chaussures est le même qu'elle produise 10 chaussures par jour ou 1000 chaussures par jour, on a un coût fixe. A l'inverse, si plus l'entreprise produit des chaussures, plus ça lui revient cher de produire ces chaussures, là on a un coût variable. Donc l'idée, c'est que le coût fixe, c'est à double tranchant. Si tu as en période de croissance, si ton entreprise prospère et se développe, si tu gagnes plus de chiffre d'affaires, si tu as un même coût fixe, ça va te permettre de gagner plus de bénéfices. A l'inverse, si tu es en période de décroissance et que tu gagnes moins de chiffre d'affaires, vu que ton coût fixe reste le même, tu risques de te retrouver dans le rouge. Et dans ces cas-là, parfois, c'est peut-être mieux d'avoir des coûts variables qui réduisent, si ton chiffre d'affaires réduise aussi, pour éviter de te mettre dans le rouge. Un strife, c'est un conflit, une embrouille du coup, entre un groupe. Ça, c'est la mole. C'est Avogadro qui est. C'est une unité de mesure en chimie. Voilà, ça représente cette quantité de particules. Et ce nombre-là, c'est le nombre d'Avogadro. Et on l'utilise en chimie comme unité de mesure, parce que c'est plus facile de compter en nombre de moles que de compter en nombre de puissance 23 de particules. C'est Avogadro qui l'a fait, c'est aussi lui qui a fait la loi d'Avogadro, qui dit que pour un même volume, pour deux gaz qui ont le même volume, la même pression, la même température, ces deux gaz ont le même nombre de molécules, même si c'est des gaz différents. Même si c'est un gaz d'hélium ou un gaz d'hydrogène, s'ils sont contenus dans le même volume, à même température et à même pression, ces deux gaz ont le même niveau, ont le même nombre de molécules. Ils ont le même nombre de moles aussi, on pourrait dire. Ça, c'est la loi d'Avogadro. Le taux d'occupation, c'est le rapport entre une ressource, la durée d'une ressource utilisée, le temps d'une ressource utilisée et le temps disponible pour utiliser cette ressource. Par exemple, si tu as une machine qui est disponible 8 heures et que tu vas l'utiliser pendant 4 heures, tu as un taux d'occupation de 4 sur 8 d'un demi. Ça peut aussi concerner du coup des machines et aussi des êtres humains. Si tu as un être humain qui travaille, un employé qui travaille 8 heures, qui est disponible 8 heures pour travailler
et qui travaille 6 heures, tu as un taux d'occupation de 6 sur 8. Donc l'idée, c'est que pour être plus productif, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut maximiser ce taux d'occupation tout en évitant la surcharge. Il s'agit de trouver le juste milieu, parce que si tu maximises trop ton taux d'occupation, tu vas être en surcharge. Ta machine, elle va péter, elle va tomber en panne, et ton être humain, il va partir en burn-out. Et voilà, donc la surcharge, en lean manufacturing, c'est considéré comme un gaspillage. On appelle ça le muri en japonais. Et pour optimiser les process en lean, il faut réduire les gaspillages. Donc voilà. Alors ça, moi je l'ai appelé la Gorilla Study, donc l'étude du gorille, je sais pas quel est son vrai nom, mais peu importe. Le délire, c'est qu'ils avaient passé à un groupe de participants à un test où ils devaient regarder une vidéo, ils comptaient le nombre de passes que des gens se faisaient avec une balle. Et en fait, pendant la vidéo, il y avait un arrière-plan, un gorille qui se ramène, qui fait ça sur son torse et puis qui se barre. Et à la fin du test, ils ont demandé aux participants, combien de passes vous avez pu compter? Alors, très bien, ils ont réussi à compter le nombre de passes. Mais en fait, il y en a que la moitié qui ont repéré le gorille. Et donc, qu'est-ce que ça montre, cette expérience? Ça montre à quel point notre attention nous rend aveugles sur le reste, en fait. Quand on est focalisé sur quelque chose, on peut passer à côté de choses énormes. Et une autre chose qu'ils avaient remarqué aussi, qui avait frappé les chercheurs de cette étude, c'était à quel point les participants, ils n'arrivaient pas à croire qu'il y avait effectivement un gorille qui était passé à l'arrière-plan. Donc ça, je sais pas qu'est-ce que ça montre, à quel point on peut pas admettre qu'on est limité, ou je sais pas. Ah ouais, selective attention, l'attention sélective, quoi. C'est ça. Donc voilà, cette étude montre le caractère sélectif de notre attention. Bourgeons du goût, réceptacles dans lesquels pénètrent les molécules sapides. C'est les molécules qui sont responsables du goût que l'on trouve dans les aliments. Et ils viennent se loger dans des récepteurs sur notre langue. On en a des milliers dans notre langue, des récepteurs, et c'est des bourgeons du goût, ces récepteurs-là. Et voilà, ça c'est les molécules sapides. Hydrogène, nombre atomique 1. Mais je ne conseillerais pas de le mettre comme ça, parce que là ça me prend du temps à lire la carte. Ce que je ferais, c'est plutôt atomic number. Là, je ferais comme ça. Comme ça, c'est beaucoup plus compréhensible la question, comparé à faire une carte à trous, là, comme j'ai fait ici. En fait, là, j'ai toute la phrase à lire pour comprendre la question, tandis qu'ici, j'ai juste à lire atomic number et je comprends la question. Donc, je vais faire ça et je vais désactiver cette flashcard-là. Celle-là, je la désactive. Hop. Alors, un goulot d'étranglement, c'est un point dans un process où le flow va être perturbé et va ralentir. Et ça va nuire à la performance du process global. Par exemple, un goulet d'étranglement sur une autoroute, si tu as un accident, ça va causer de l'accumulation des véhicules, et puis ça va ralentir le trafic, et les gens vont arriver en retard là où ils doivent aller. Ça, c'est un goulet d'étranglement, par exemple. Et du coup, en lean manufacturing, faut les éviter, ces goulots. Il faut instaurer du flow. C'est un des principes du lean. Il faut qu'il y ait du flow. Et il faut que ce soit smooth.